Il nous faut reprendre le fil de la grande aventure du nucléaire civil en France. Ça dépasse la centaine de milliards d'euros. En crise financière, vous ne construisez pas 6 EPR, hein. Ils vont trouver l'argent où? Il y a deux personnes qui vont le payer, le contribuable et le consommateur. Est-ce que le nucléaire va ruiner la France? Aujourd'hui, on est mal barré pour dire qu'il ne va pas nous ruiner. Je m'appelle Lorne Walla. Je suis journaliste spécialisée dans l'écologie depuis 25 ans. J'ai grandi dans la France atomique et j'ai l'âge des premiers réacteurs de mon pays. Au cours de ma carrière, j'ai beaucoup enquêté sur le nucléaire, sur les déchets radioactifs ou sur la sécurité des centrales. Et ces dernières années, j'ai fait une intéressante découverte. Le coût exponentiel de cette industrie serait devenu infinançable, au point que le nucléaire risque de mettre en péril la santé économique de la France. Début 2025, le Média Reporter m'a confié une enquête de 6 mois sur le sujet. Car en France, nous nageons en plein paradoxe. Depuis 50 ans, EDF se vante de produire une électricité pas chère grâce au nucléaire. Mais aujourd'hui, tous les hivers, 11 millions de Français ont froid, notamment quand ils sont équipés de radiateurs électriques. En cause, une électricité devenue hors de prix. Ce sont des estimations, évidemment, qui vont dépendre. Chef de projet dans les ressources humaines, Sonia vit dans un pavillon des années 80 très mal isolé. Victime de précarité énergétique, comme 11 millions de Français, elle cherche des solutions. Aujourd'hui, un spécialiste des économies d'énergie est venu l'aider à faire un diagnostic. Ça donne envie. Donc sur les chauffages, on n'a que quelques radiateurs d'appoint. Donc aujourd'hui, j'ai une maison qui fait 78 mètres carrés et ma mensualisation EDF, on est autour de 190 € d'électricité par mois. Donc voilà, et je regarde ma consommation et je vois qu'effectivement sur les mois d'hiver, on peut monter à près de 300 € si j'étais pas mensualisée. Hein. Oui. Et là, vous diriez que vous êtes en privation d'énergie? Oui. En tout cas, moi, je fais très attention à éteindre le chauffage quand je sens que j'ai pas froid. Oui. Pour le chauffage, on a des chauffages mobiles comme ça, qu'on allume en fonction des besoins, en fait. Hein. Et on a ça dans chaque chambre. Ici, on a certaines pièces qui sont à 10-12 degrés en fin de journée. Oui. Oui. Les pièces qui ne sont pas utilisées, qui n'ont pas été utilisées de la journée. Oui. Les chambres, en tout cas, oui, très clairement. Ça, c'est la chambre de mon aîné. Donc là, on voit le radiateur bain d'huile sous l'ordinateur du grand. Oui, parce que il l'utilise en fonction de l'endroit de la pièce dans laquelle il est. Quand il est au bureau en train de travailler, il le glisse sous le bureau. Et puis quand il est plus dans son lit avec son téléphone, il rapproche le radiateur. Il vit un peu collé à son radiateur parce que je pense que la pièce, elle n'est pas suffisamment chauffée. Donc voilà quoi. La famille de Sonia a beau faire très attention, l'électricité lui coûte de plus en plus cher. Ça se traduit comment dans la facture? Moi, ça m'intéresse, ça. Alors, en euros, donc en 2022, on était à 1 390 € annuels. D'accord. Et en 2024, on est passé à 2 157 € annuels. On regarde. Augmentation de 36%. Ah, c'est énorme. On se dit, ça prend une part de plus en plus importante dans le revenu. 36% d'augmentation de l'électricité en 2 ans, voilà une situation ingérable pour des millions de Français. Elle est liée à la guerre en Ukraine, à la mise à l'arrêt forcé d'un tiers de nos réacteurs nucléaires en 2022 et à des sécheresses. Un consultant en énergie spécialisé dans la transition nous explique. Depuis 2020, le tarif réglementé de l'électricité pour les particuliers a augmenté d'environ 40%. C'est colossal, c'est dû à la crise qu'on a vue en 2022. On a eu beaucoup moins de nucléaire, qu'on a dû compenser par du gaz au pire moment.
plus un déficit de production hydraulique parce qu'il y avait une sécheresse, on a cumulé les problèmes sur le système électrique. Et ça, c'est normal. Quand vous avez une demande qui est constante, mais que l'offre baisse, eh ben, les prix montent. Les prix montent et il faut donc économiser l'énergie. Dans l'hiver 2022, la France craint un blackout, au point que l'exécutif reconnaît enfin l'importance de la sobriété énergétique. Mes chers compatriotes, si je m'adresse à... Ambiance col roulé. On ne vous verrez plus avec une cravate, mais avec un col roulé. Et je pense que ce sera très bien, que ça permettra de faire des économies d'énergie, de faire preuve de sobriété. Comment se fait-il que le nucléaire ne nous protège plus contre l'explosion des prix ? Reprenons depuis le début. Dans les années 70, un choc pétrolier frappe la France. Le pétrole, nous sommes obligés de l'acheter à d'autres. Cher. Trop cher. Alors, que peut-on faire? Vous verrez. En France, on n'a pas de pétrole. Mais on a des idées. Le Premier ministre de l'époque, Pierre Messmer, va mettre en œuvre une idée qui va changer le visage de la France. Notre grande chance, c'est l'énergie électrique d'origine nucléaire. Parce que nous avons une bonne expérience dans tout cela. Nous l'avons depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale et nous avons développé toutes les activités nucléaires, civiles et militaires, depuis une douzaine d'années, comme vous le savez. Et puis aussi parce que maintenant, nous avons la volonté de le faire, car nous croyons que c'est cela la solution à nos besoins. Et nous avons pris aujourd'hui même une décision très importante. Nous avons pris la décision de réaliser en 1974 et 1975 le lancement de 13 centrales nucléaires de 1000 mégawatts chacune, qui coûtent environ 1 milliard de francs actuels chacune. Sous la tutelle de l'État, une véritable filière s'organise. Des milliers d'ouvriers et d'ingénieurs parviennent à construire 6 à 7 réacteurs par an. Philippe Huette, ancien directeur général adjoint d'EDF, raconte. En France, on a de la chance parce qu'on a un gouvernement qui, à un moment donné, face à une crise qui est la crise pétrolière des années 70, a dit, vous vous souvenez, en France, on n'a pas de pétrole, on a des idées, mais en plus, on a des ingénieurs, et on va faire du nucléaire, et on va faire du nucléaire massif, et ça va nous donner une électricité sûre, propre et pas chère. Ben voilà, c'est le nucléaire. Aventure réussie. Même l'ex-ministre de l'Environnement, Corinne Lepage, pourtant critique vis-à-vis de l'atome, reconnaît la prouesse industrielle de l'époque. C'est vrai que c'est un formidable succès ce qu'ils ont fait quand même. Même si je n'ai jamais été très fanat, quand on regarde les choses rétrospectivement, on a été capable de faire quelque chose d'extraordinaire. On avait une capacité, une compétence, un savoir-faire remarquable. Donc là, l'État, avec son entreprise ETF et tous les partenaires associés, s'est mis ensemble, et tout ça, c'était un même ensemble. C'est-à-dire, la plupart des entreprises qui travaillaient à l'époque, elles étaient toutes plus ou moins avec pour actionnaire l'État. Tout ça a travaillé en bonne intelligence, a construit ce qu'on a aujourd'hui et donne une électricité qui est à prix très raisonnable. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est 58 réacteurs de 900 à 1450 MW, tous construits entre 1974 et 1996. C'est le parc nucléaire historique de la France. Il produit encore aujourd'hui plus des 2/3 de notre électricité, le reste se partageant entre hydraulique et renouvelable. En 2012, la Cour des comptes a chiffré ce programme nucléaire à 80 milliards d'euros les 58 réacteurs. À l'époque du programme Messmer, EDF avait payé en s'endettant et comme elle était en bonne santé financière, l'entreprise avait pu emprunter sans problème 40 milliards de francs sur les marchés. Aujourd'hui, cette dette est remboursée, le parc nucléaire est amorti et il produit une électricité abordable. Explication d'un député auteur d'un rapport sur les coûts du nucléaire passé, présent et à venir.
Le nucléaire historique, il n'est pas trop cher parce qu'en fait, il est ancien, donc il est largement amorti sur des générations de contribuables et de consommateurs. Et par ailleurs, à l'époque, on construisait des réacteurs par palier, on en construisait plein d'un coup. EDF savait faire pour cette technologie de réacteurs. Il n'avait pas trop de délai sur les chantiers, pas trop de retard, pas trop de surcoût. Et encore une fois, maintenant, c'est amorti. On est à l'heure actuelle sur 60 € du mégawattheure. Moi, ça me paraît raisonnable. 60 € le mégawattheure, pour le consommateur, cela revient à 6 centimes le kilowattheure. À ce prix-là, pas question de se priver. La France des années 80 s'électrifie. Entre 1975 et 2010, la consommation électrique des ménages va plus que doubler. Problème, l'ensemble de notre parc de réacteurs a désormais plus de 30 à 40 ans. Pour qu'il continue de fonctionner correctement, il faut le contrôler et l'améliorer sans cesse dans le cadre d'un programme appelé le grand carénage. Les réacteurs, ce ne sont jamais que des cuves en acier. Ces cuves, elles avaient été conçues pour durer 30 ans. Le béton qui les entoure, il avait été conçu pour durer 30 ans. Donc ce n'est pas étonnant qu'au bout de 40-45 ans, ce qui est l'âge de beaucoup de nos centrales aujourd'hui, il y ait des problèmes. Donc opération grand carénage destinée à remettre à niveau tout notre parc nucléaire. Opération évaluée au départ à 50 milliards, qui sera probablement de l'ordre de 100 milliards. 2025, d'abord. Auditionné par notre député spécialiste du nucléaire fin 2024, EDF préfère mettre en avant des coûts annuels. Comme pour mieux faire passer la pilule ? Ils préfèrent raisonner, c'est la réponse qu'ils m'ont faite, ils préfèrent raisonner maintenant en combien on met chaque année dans la jouvence de nos réacteurs existants. La réponse, c'est 4 à 5 milliards d'euros par an de 2014 à 2028. Par contre, ce qu'on ne sait pas, c'est combien après 2028. En clair, dans 3 ans, le grand carénage aura déjà coûté 70 milliards. Mais ce n'est pas tout. Il faut ajouter les visites décennales des centrales. Un contrôle technique en profondeur, au cours duquel les équipements les plus sensibles, comme la cuve, le circuit primaire ou l'enceinte, sont testés. Les matériels usés sont remplacés. Ces inspections et travaux immobilisent les réacteurs plusieurs mois. Et dans la série « Le nucléaire est hors de prix », il faut aussi tirer les enseignements des accidents passés. À Tchernobyl, en 1986, un test qui s'est mal déroulé provoque la fusion du cœur du réacteur qui s'enfonce dans le sol. Il menace alors d'entrer en contact avec l'eau d'une nappe phréatique et d'exploser. À Fukushima, en 2011, suite à un tremblement de terre, une vague de 15 mètres déferle sur les côtes du Japon, noie la centrale et provoque la fusion des cœurs de 3 réacteurs. Ces 2 accidents majeurs ont contraint les exploitants de centrales à ajouter des couches de sûreté jamais imaginées lors de la construction des premiers réacteurs, comme un radier, une sorte de cendrier en béton censé récupérer le cœur du réacteur en cas de fusion, ou le rehaussement des groupes électrogènes qui doivent prendre le relais en cas de panne générale. Ensuite, vous avez le charmant sujet des déchets. Il est d'abord au niveau de La Hague. Depuis leur mise en exploitation, nos 58 réacteurs ont produit 1 700 000 tonnes de déchets radioactifs. Ils sont retraités à La Hague, dans la Manche, par l'entreprise Orano. Problème, à La Hague aussi, il va falloir investir. L'installation de La Hague telle qu'elle existe arrive en fin de vie, donc il faut la refaire ou arrêter. Visiblement, on veut la refaire. Ça va être encore des milliards d'euros. Alors, on a des ordres de grandeur, bien entendu, qui sont des montants. Un ordre de grandeur, alors Vous savez, l'unité de compte dans les activités nucléaires, c'est la dizaine de milliards d'euros. Donc, on sait que ce sont des investissements qui sont très lourds. Selon les premiers devis, cela devrait coûter 34 milliards d'euros. Les déchets les plus radioactifs, eux, sont destinés à être enfouis dans la Meuse. C'est le projet CIGEO. On va enfouir à très grande profondeur des déchets radioactifs qu'on ne pourra pas retirer.
Cigéo, c'est probablement 35 milliards. Et pour finir, il va falloir organiser le démantèlement de nos centrales, leur fin de vie. Comme à Brennilis, dans le Finistère, où depuis 40 ans, EDF démantèle cette centrale de première génération. Très difficile d'évaluer les coûts du démantèlement pour la bonne et simple raison qu'on n'en a pas fait beaucoup. L'exemple qu'on donne toujours, c'est Brennilis. Brennilis a commencé en 1984, ça devait coûter quelques centaines de millions d'euros, on est à plusieurs milliards, c'est toujours pas fini. Quoi qu'il en soit, c'est pas provisionné. On a provisionné seulement 14 milliards ou 17 milliards, c'est très très insuffisant. On peut multiplier au moins ça par 3 sans être déraisonnable. Donc on est plutôt autour de 50 milliards. Récapitulons. Le grand carénage pour allonger la durée de vie des centrales, 100 milliards, un chiffre validé par la Cour des comptes. Le remplacement de l'usine de La Hague, 34 milliards. L'enfouissement des déchets les plus radioactifs, 35 milliards. Et le démantèlement des réacteurs que la loi impose à EDF de provisionner, 50 milliards. Total, 219 milliards d'euros. Donc on est dans plusieurs centaines de milliards d'euros dont on n'a pas l'idée du commencement de l'idée de savoir comment on va financer ça. Le vieux nucléaire réclame donc énormément de moyens pour fonctionner en toute sûreté. Et en plus, il faut compter avec les imprévus. En 2022, 20 réacteurs sont arrêtés simultanément suite à la découverte de fissures sur des équipements sensibles dus à un phénomène de corrosion. Pendant 273 jours, le tiers de notre parc nucléaire est hors service. La peur de l'incident générique se concrétise. Elle met à jour la vulnérabilité du nucléaire français. Aujourd'hui, avec un ensemble de centrales qui sont extrêmement standardisées, vous êtes très vulnérable à ce qu'on peut appeler l'incident générique. Un incident dans une centrale, ça veut dire potentiellement vous l'avez dans toutes les autres centrales du même genre. Voilà. Alors, vous avez les bénéfices d'une standardisation dont tout le monde dans le monde entier a admiré ce que ça a produit, cette capacité à en produire, à en construire autant, aussi vite et à des coûts très modérés. Mais personne ne peut nous dire aujourd'hui que cet incident qu'on a eu en 2022, il ne va pas se reproduire demain ailleurs, sur un autre type de centrale, et qu'on se retrouvera dans la même difficulté. Les centrales nucléaires ont été conçues pour durer 30 ans, mais elles ont déjà presque toutes dépassé la quarantaine. Sera-t-il possible de maintenir notre vieux parc en service encore longtemps ? Là, on veut poursuivre au-delà de 40 ans, jusqu'à 60, et même certains délirent jusqu'à 80 ans. Dans le monde, il n'y a pas un seul réacteur pour l'instant qui a fonctionné au-delà de 60 ans. Donc c'est vraiment de gros paris sur l'avenir. En plus, toutes ces centrales, elles ont été construites dans un laps de temps très court, et que il va falloir les remplacer de façon massive au moment où elles vont arriver en fin de vie. Et qu'aujourd'hui, on n'a rien de crédible en face pour le faire. Et cette fin de vie, ça commence maintenant. Sauf que construire 58 réacteurs en une quinzaine d'années, comme l'EDF l'avait fait dans les années 1970, l'électricien n'est plus en capacité de le faire aujourd'hui. En termes industriels, notre pays est donc menacé par ce qu'on appelle un effet falaise. Une incapacité à produire assez d'électricité qui plongerait une bonne partie de la France dans le noir. Car rappelons-le, même si on a de l'hydraulique et qu'on développe un peu de renouvelables, nos vieux réacteurs produisent encore les 2/3 de notre électricité. Pour éviter ce scénario catastrophe de l'effet falaise, l'autorité de sûreté nucléaire a validé l'allongement de la durée de vie de nos centrales jusqu'à leurs 50 ans au moins, le temps qu'on trouve de quoi les remplacer. Au début des années 2000, les ingénieurs d'EDF et du groupe allemand Siemens mettent au point un nouveau réacteur, l'EPR. D'une puissance de 1650 MW, ce prototype doit faire la preuve qu'il peut remplacer les réacteurs vieillissants. En 2003, le premier réacteur est vendu en Finlande, à Olkiluoto, pour 3 milliards d'euros. Le contrat stipule qu'au-delà de cette enveloppe, tout surcoût sera pris en charge par la filière nucléaire française, donc l'État français. En 2007, un deuxième chantier d'EPR démarre en France, à Flamanville, dans la Manche. En 2008, EDF vend encore 2 EPR à la Chine.
Problème, nos ingénieurs, techniciens et ouvriers n'ont pas construit de réacteur depuis 10 ans. Ils ont perdu la main. À partir du dernier réacteur qui a été réalisé, c'est-à-dire dans les débuts des années 90, on a dit on n'a plus besoin de faire des réacteurs. Tous ces gens-là qui ont donc travaillé dans les années 70, 40 ans plus tard, ils sont partis à la retraite dans les années 2010. Ils n'ont pas été tout de suite renouvelés puisque EDF a en fait énormément fait appel à la sous-traitance et surtout, leur savoir-faire n'a pas été transmis. Résultat, aucun de ces EPR XXL n'est livré dans les temps et partout, les coûts explosent. Si on a envie d'être compréhensif, on dit que c'est un apprentissage et que finalement le PRA c'est un peu le Concorde. Et maintenant on attend la version Airbus, c'est-à-dire la version industrialisable dont on peut répéter en grande série la construction et à un coût raisonnable et à un coût qui permet à la fois de le financer sans trop de peine et aux clients et aux consommateurs in fine de payer une électricité qui n'est pas hors de prix. Voilà. Or, avec le PRA, c'est clair qu'on n'a pas ça. Partout où il a été construit, en Chine, en Finlande, en France et encore en France, on est en train de terminer, ça a dérapé, mais dans des proportions qui sont, excusez-moi l'expression, mais pharaoniques. En Finlande, la facture passe de 3 à 12 milliards d'euros, fois 4. En Chine, cela sera 3 milliards de plus que prévu. Et en France, le PR de Flamanville, qui devait coûter 3,5 milliards à l'origine, a déjà dépassé les 20 milliards, fois 8. Quand on est dans les hautes instances d'EDF, quand on voit ces dérapages, qu'est-ce qui se passe? Quelle est l'ambiance? Qu'est-ce qu'on se dit? Je voudrais avoir une réponse définitive à cette question, parce que c'est une question qui continue de m'interroger encore aujourd'hui. C'est finalement... Ah, ok. En 2015, alors que les coûts et les délais des chantiers des EPR continuent à exploser partout dans le monde, le patron d'EDF, Jean-Bernard Lévy, s'entête. Avec le soutien inconditionnel d'Emmanuel Macron, alors à Bercy, il va prendre le risque de vendre encore 2 EPR à Hinkley Point, en Grande-Bretagne. En interne, à EDF, la fronde est totale. Des ingénieurs et même le directeur financier, Thomas Pickmal, alertent sur la folie de cette fuite en avant, dénoncée aussi par des syndicats. Leur rébellion ne sera pas entendue. Au moment où le projet Hinkley Point C, en Angleterre, EPR de génération 1, allait être lancé officiellement, c'est-à-dire vote au conseil d'administration d'EDF. À la veille de ce vote, peu avant, le directeur financier d'EDF a démissionné. Une démission inédite qui va faire la une des JT. La démission de Thomas Pickmal est un coup dur pour l'électricien. Pas plus tard que jeudi dernier, le chantier d'Hinkley Point était confirmé par François Hollande et David Cameron en marge du sommet franco-britannique à Amiens. En attendant, l'action a chuté lourdement à la Bourse de Paris, moins 8% au cours de la matinée. 2 mois après cette démission spectaculaire, Pickmal révélera devant des députés incrédules pourquoi il avait alerté sur un risque de faillite d'EDF. Parce que moi, je n'avais pas envie de partir d'EDF. Mais voilà, le mardi 1er mars 2016, j'ai présenté ma démission au président d'EDF, Jean-Bernard Lévy. Fin 2015, je vous donne un chiffre, ce qui est investi dans cette technologie EPR, inscrit à l'actif du bilan d'EDF, c'est 14 milliards d'euros. Le patrimoine net dette d'EDF, c'est combien? Face à ces 14 milliards, c'est 24 milliards d'euros. On a déjà investi, fin 2015, 58% des capitaux propres d'EDF dans cette technologie EPR. Rajouter un projet supplémentaire, Hinkley Point ou un autre, me semblait impossible. Qui parierait 70% de son patrimoine sur une technologie dont on ne sait toujours pas si elle fonctionne, alors que ça fait 10 ans qu'on essaie de la construire? Qui? Jean-Bernard Lévy et Emmanuel Macron. Le 28 juillet 2016, il valide le projet Hinkley Point, soit 2 EPR à 22 milliards d'euros. 9 ans plus tard, on a eu très envie d'aller voir ce chantier toujours en cours. Hey Steven! Bonjour! Contente de vous voir. Alors comme ça, on va aller à Hinkley Point?
Exactement. Vous m'emmenez ? Ok. À Londres, je retrouve Stephen Thomas, un chercheur spécialiste du financement du nucléaire. Il me confirme que l'État britannique a acheté nos 2 EPR pour un total de 22 milliards d'euros. Là encore, les termes du contrat étaient très clairs. Les réacteurs devaient être livrés en 2025 et tout dépassement de budget ou de délai sera pris en charge par EDF. On est déjà en 2025 et le contrat d'origine prévoyait une usine opérationnelle en 2025. Ça vous donne une idée du retard du projet. Il sera peut-être terminé en 2031 et le coût final sera d'environ 35 milliards de livres sterling de 2015, soit 48 milliards de livres d'aujourd'hui. Donc en gros, ça aura pris 2 fois plus de temps que prévu à construire et ça va coûter 2 fois plus cher. Mais comment est-ce que vous expliquez ça ? Parce qu'avant, on savait construire des réacteurs nucléaires. Oui, mais ça a principalement à voir avec la question de la sûreté et des accidents qu'il y a eu à Three Mile Island, Tchernobyl, les attaques du 11 septembre à New York et puis Fukushima. Dans le futur, il faudra aussi penser à protéger des centrales en cas de conflit armé. Ces améliorations nécessaires pour la sûreté, ça coûte cher. Ça augmente la complexité des chantiers et ça rend les centrales plus compliquées à construire. Au moment de signer Hinkley Point, par précaution, l'État britannique a exigé d'EDF un prix du mégawattheure garanti, 110 €. À l'époque, cela paraissait ruineux pour les Anglais. Mais au final, c'est EDF qui va se retrouver ruiné. Le deal convenu au départ, c'est que le prix de l'électricité serait de 92 livres le mégawattheure, soit 110 €. Et ça, c'était fixé pour 30 ans, quels que soient les coûts finaux d'Hinkley Point C. À l'époque, ça semblait être un très mauvais deal pour les consommateurs britanniques, parce que le prix convenu était le double des prix de l'électricité de l'époque. Donc tout le monde pensait qu'EDF allait se faire plein d'argent dans cette affaire. Mais l'erreur qu'EDF a faite, c'est qu'ils ont accepté que, quels que soient les surcoûts, ils paieraient tous les dépassements. En Finlande, à Olkiluoto, ils avaient dit que ça coûterait 3 milliards et que tout surcoût serait pour nous. Comment se fait-il que EDF a répété la même erreur ? Moi, je pense qu'EDF se voit encore un peu comme l'expert mondial du nucléaire. Et quoi qu'ils fassent, ils pensent qu'ils sont les meilleurs. Pour eux, tout va bien se passer, et si ce n'est pas le cas, le gouvernement français, ou plutôt les contribuables français, épongeront la dette. Vous voulez dire nous ? Oui, vous. Les gens qui vont payer pour Hinkley Point C, c'est le public français, soit comme contribuable, soit comme consommateur d'électricité. Ça se traduira soit dans leur facture électrique, soit dans leurs impôts. Et le problème, c'est que nos 2 EPR vendus aux Anglais pour 22 milliards d'euros risquent de coûter au final plus de 56 milliards d'euros, soit 2,5 fois le prix d'origine. Et les 34 milliards de surcoût, c'est donc EDF qui va devoir les payer. Ce soir-là, avec nos amis anglais, on plonge dans les comptes d'EDF. En 2023, le groupe a déjà déprécié 11,19 milliards d'euros pour le projet Hinkley Point. 11 milliards volatilisés des comptes d'EDF. Du coup, ce soir-là, j'ai soufflé mes bougies en me disant qu'on avait fait un joli cadeau aux Anglais. Happy birthday, dear Laura. Happy birthday to you. Dans le train du retour, je découvre mon cadeau. La Cour des comptes vient de publier un rapport sur l'ensemble de la filière EPR. Ce document est accablant. On y apprend que l'EPR français à Flamanville, qui ne produit pas encore d'électricité, aura finalement coûté 23,7 milliards d'euros.
Et pour qu'il soit rentable, il faudra qu'EDF vende son électricité beaucoup plus cher que le tarif actuel de 60 € le mégawattheure. Entre 120 et 150 € du mégawattheure. 120 à 150 €, ça signifierait 12 à 15 centimes d'euros le kilowattheure pour le particulier. C'était prévu comme ça ? Non, pas du tout. Puisque à l'époque, on avait dit qu'on était capable, une fois qu'on aurait lancé une série de 10 réacteurs, de ramener le coût du mégawattheure produit à 35. Pardon ? Oui. 5 fois moins cher. Ouais. On était dans un environnement de prix très bas. Les prix du pétrole étaient très bas, les prix du gaz étaient très bas. Donc, il fallait absolument montrer que le nouveau nucléaire serait compétitif. Et en plus, on disait, on n'en fera pas qu'un, on va en faire une série de 10. Donc, on va amortir tous les coûts d'ingénierie du départ, etc., sur une série de 10. Donc, on va finalement construire ça comme des petits pains. Et donc, ça va faire baisser le prix unitaire. À 3,5 milliards, je savais produire, sur le papier, 1 mégawattheure d'électricité à 35 €. Donc ça veut dire que notre électricité, elle va augmenter ? Oui. À 3,5 milliards l'EPR, c'était peut-être jouable. Mais à 23,7 milliards d'euros, ça va nous faire une électricité hors de prix. Dans leur rapport, les magistrats de la Cour des comptes s'interrogent sur la rentabilité des EPR. Même si EDF vendait son électricité à 90 € le mégawattheure, 1,5 fois le prix actuel, la rentabilité de l'EPR de Flamanville serait médiocre et tomberait à 2% seulement. Il faudrait faire payer l'électricité 4 fois plus cher que le prix historique pour que le nucléaire attire les financements privés. En clair, selon la Cour des comptes, la filière EPR n'est tout simplement pas rentable. Et pourtant, début 2022, à Belfort, Emmanuel Macron persiste et signe. Il sort de son chapeau un nouvel EPR, nouveau modèle, dit l'EPR2. Il nous faut reprendre le fil de la grande aventure du nucléaire civil en France. Nous avons tiré les leçons de la construction d'EPR en Finlande, où il est aujourd'hui achevé, et en France, à Flamanville. EDF a engagé avec la filière nucléaire la conception d'un nouveau réacteur pour le marché français, l'EPR2, qui a déjà mobilisé plus d'1 million d'heures d'ingénierie et présente des progrès significatifs par rapport à l'EPR de Flamanville. Je souhaite que 6 EPR2 soient construits et que nous lancions les études sur la construction de 8 EPR2 additionnels. Nous avancerons ainsi par paliers. En clair, comme le prototype est raté, on continue. Ces futurs EPR2 sont censés faire mieux que les EPR. 2 réacteurs sont prévus à Penly, en Normandie, 2 autres à Gravelines, dans le Nord, et les 2 derniers au Bugey, dans l'Ain. Selon le président de la République, la France en aurait les moyens. Des financements publics massifs de plusieurs dizaines de milliards d'euros seront engagés, ce qui permettra de préserver la situation financière d'EDF et de développer l'ensemble de la filière. Emmanuel Macron reste flou et pourtant il a un chiffre très précis en tête. Dès 2021, un cabinet d'audit très proche de la filière avait chiffré le coût de 6 EPR2, 51,7 milliards d'euros, soit 9 milliards pièces. Et là encore, la valse des dérapages budgétaires commence. Dès mars 2024, le quotidien Les Échos révèle que le devis a déjà grimpé de 30%, soit 67 milliards les 6 EPR2, soit désormais 11 milliards d'euros pièce. Direction Gravelines, à côté de Dunkerque, dans le Nord. D'ici à 2038, 2 EPR2 devraient s'ajouter aux 6 réacteurs de cette centrale située en bord de mer. La plus grande d'Europe de l'Ouest. Bienvenue à cette 4e réunion thématique sur le débat public pour le projet de nouveau réacteur nucléaire à Gravelines. Ce soir-là, les habitants de la région sont conviés à un débat public consacré au coût de ce futur chantier. Mais ils vont peiner à obtenir des réponses.
Je dirais que ce soir, on n'a pas tellement encore eu le chiffre définitif du montant de ces réacteurs EPR. On continue d'évoquer des chiffres qui, selon moi, sont obsolètes. 51 milliards là, pour les 3 paires, alors qu'on entend partout dans la presse le chiffre plutôt de 67 milliards. Mais peut-être que fin janvier, on nous dira que ça dépasse les 70 milliards, on verra. En tout cas, on ne sait actuellement pas établir le coût d'un réacteur EPR en France. Ce soir, je vais quitter la salle en n'ayant aucune réponse à mes questionnements. Je vous remercie. Merci. C'est tout à fait classique au stade du débat public ou d'une concertation préalable que je dirais le coût il soit régulièrement réestimé. C'est un classique et c'est normal puisqu'on est tout à fait en amont des décisions et du projet. J'ai dit, la décision finale d'investissement, c'est 2026 au plus tard. Certes, mais nous, on essaye simplement de comprendre si, au final, on va payer notre électricité plus cher. Oui, bonjour. Quand on parle de coût, forcément, il y a l'effet prix derrière. On a un Français sur 10 qui a un précaire énergétique. Est-ce que tout ce nouveau nucléaire aura un impact sur la facture des Français ? On sent bien que si on augmente l'un, on a peu de chances d'avoir l'autre qui soit faible. Mais néanmoins, il n'y a pas un lien immédiat qui peut être fait. Moi, pour ce qui me concerne, en tout cas nous à l'ADIN, on travaille à avoir un programme qui soit compétitif, donc avec des coûts et des délais qui soient les plus faibles possibles, mais qui soient raisonnablement, qui restent atteignables. Lors de ce débat public pourtant consacré au coût, aucune nouvelle information chiffrée ne sera communiquée aux habitants. Et pourtant, dans son rapport de 2025, la Cour des comptes révélait récemment que les 6 EPR2 prévus coûteraient finalement encore plus cher qu'annoncé, 79,9 milliards d'euros. Pire, le programme accuse déjà 2 ans de retard et le prix de l'électricité qui sortira de ces EPR2 atteindrait 92,9 € le mégawattheure, 50% plus cher qu'aujourd'hui. Pourquoi ces augmentations ? Pendant des mois, nous avons tenté de poser cette question à toute la direction d'EDF, le PDG ou les directeurs exécutifs, dont Xavier Urssat, le directeur de la stratégie du groupe. En vain, comme si EDF n'avait aucun compte à rendre. Après 6 mois de refus, nous apprenons que Xavier Urssat va vanter les mérites du nucléaire au siège du MEDEF, devant un patronat européen conquis. And we probably need to develop as much nuclear in the 25 years to come than we already have, in fact. So this is a huge issue. Vous voulez savoir comment est-ce que vous allez financer un peu le programme des UPR2 ? Oui, j'ai pas prévu de répondre à une interview là. Mais regardez, on est tous là de toute façon. Une question. Non, mais Et comment les EPR2 peuvent impacter la facture des Français en fait ? À la fin, c'est ça que je demande les gens, ces coûts du nucléaire. Est-ce qu'ils n'ont pas J'ai pas prévu de répondre à l'interview. J'ai répondu là-bas. Mais pourquoi vous voulez pas répondre ? Les Français, qui sont aussi les actionnaires de votre entreprise, aimeraient bien savoir si ça va avoir un impact sur la facture. On se demande où ça va en fait. On est en train de travailler avec l'État pour le financement de ce programme qui est important pour l'avenir énergétique du pays. Et donc, la Cour des comptes vous suggère, vous recommande par exemple de stopper le programme des EPR2. Qu'est-ce que vous allez faire vis-à-vis de ça ? J'en ai... Non. Attends, excusez-moi un peu, on peut juste éteindre la caméra. Vous ne commentez pas les chiffres de la Cour des comptes qui a quand même mentionné quelque chose de l'ordre de 79,9 milliards pour 6 EPR2 ? Ce sont les chiffres de la Cour des comptes. Nous sommes en train de travailler à EDF pour caler ce programme. Et bien, quand nous aurons terminé ce travail, vous aurez les chiffres. Pourquoi c'est si difficile de budgéter les EPR2 à ce jour ? Vous travaillez dessus depuis des années. On organise un programme pour la construction de 6 EPR2. Ce qui est fondamental, c'est de retrouver une cadence de construction efficace. Tout à fait. C'est d'avoir des plannings les plus réduits possibles. C'est là-dessus qu'on est en train de travailler parce qu'en fait, le coût des EPR dérive directement, comme n'importe quel réacteur d'ailleurs, de la durée de construction. C'est vraiment l'enjeu numéro 1. Donc aujourd'hui, le design est terminé. On met notre effort à caler le planning de construction. Quand on aura terminé de caler ce planning de construction, on aura le coût et la trajectoire. Ça, on comprend la démarche. Mais est-ce que vous avez une idée de l'impact que ça peut avoir sur la facture des Français ? Je vous remercie. Est-ce que c'est une facture qui va augmenter dans les années à venir ? Je vous remercie. Xavier Urssat est prudent. Peut-être sait-il que ces chiffres peuvent encore augmenter. En mars dernier, le ministre de l'Industrie évoquait à la radio un nouveau montant pour les 6 EPR2. Le coût
Alors, le coût, il est aujourd'hui en dizaines de milliards d'euros. C'est pas très précis, ça, dizaines de milliards d'euros. Moins Ça veut de dire 100 milliards d'euros. Waouh, 100 milliards d'euros. Le devis a encore augmenté. Et rien ne garantit que ce chiffre sera définitif. Mon degré de confiance dans les chiffres avancés à ce jour est pas très élevé parce que je n'ai pas devant moi quelqu'un qui m'a dit mais voilà toutes les raisons pour lesquelles on a dérapé sur EPR 1 et on pourrait être en droit de se dire que dans EPR 2, on se lance en ayant tiré toutes les leçons de EPR 1. Et le problème, c'est que ces coûts de financement, ils dépendent aussi des délais de construction. Et les délais, partout, sur les EPR, ils ont explosé. Et je ne vois pas pourquoi ce serait différent sur les EPR2, puisque c'est une nouvelle technologie qu'on nous présente comme une version simplifiée de l'EPR, mais malgré tout, ça va être des prototypes. On n'en a jamais fait des EPR2 pour l'instant. On peut donc imaginer que le devis va encore s'accroître. À 100 milliards d'euros les 6 EPR2, le prix du nucléaire a été multiplié par 10 depuis les années 1980. Où trouver ces dizaines de milliards dans une France surendettée ? Les banques privées vont-elles investir ? C'est la question que je vais poser à Raphaël Lance, qui dirige un fonds d'investissement spécialisé dans les énergies décarbonées. Regardez le rapport de la Cour des comptes, le financier que vous êtes, quand on vous dit, voilà, si je vends l'électricité de l'EPR de Flamanville à moins de 90 € le mégawattheure, donc à peu près équivalent à un parc éolien, j'ai une rentabilité de 2%. Vous y allez ? 2%, ce n'est pas suffisant aujourd'hui pour qu'un investisseur privé s'intéresse à un projet nucléaire qui est un investissement à long terme. D'un point de vue risque industriel et financier, aujourd'hui, l'EPR n'est pas considéré comme une technologie mature. Et donc, les grands critères pour nous, financiers, de sélection d'un projet, le nucléaire, aujourd'hui l'EPR, n'est clairement pas satisfaisant. Et donc la rentabilité attendue au départ, si c'était un investisseur privé, alors elle serait catastrophique. Donc aujourd'hui, on ne peut pas considérer que l'EPR est bancable, au sens où peut attirer des capitaux privés. Si les banques privées n'ont pas envie d'investir dans des EPR peu rentables qui n'auront aucun retour sur investissement avant 15 ou 20 ans, qui donc paiera le nouveau nucléaire français ? Alors le nouveau nucléaire, il y a deux personnes qui vont le payer, le contribuable et le consommateur. Mais c'est pas la même chose ? Alors si, souvent c'est quand même la même personne. Pour l'instant, il y a deux options qui sont à l'étude pour le financement des nouveaux réacteurs, donc les 6 premiers EPR2. C'est soit le prêt à taux zéro, donc l'État emprunte et prête de l'argent à EDF qui va devoir rembourser, mais à taux zéro. Soit il fait une avance remboursable, donc EDF devra rembourser, mais rembourser quand il pourra, quand EDF fait des bénéfices. Comme EDF est endetté à 55 milliards d'euros, et comme par ailleurs il doit investir aussi dans le nouveau nucléaire et dans l'ancien pour prolonger les centrales existantes, en fait il peut toujours y avoir un jeu comptable de la part d'EDF qui fait que EDF pourrait ne jamais dégager de bénéfices, pourquoi pas, puisqu'il doit se désendetter, etc. Donc peut-être que dans cette option de l'avance remboursable, EDF ne rembourse jamais. Et donc à la fin, l'ardoise elle est pour le contribuable en entier. D'autant que pour soutenir le projet des EPR2, l'État prévoit d'emprunter la moitié de l'investissement, soit environ 50 milliards, au taux de 3,5%, pour le prêter ensuite à EDF à taux zéro. Pour toutes ces raisons, la Cour des comptes recommande de retenir la décision finale d'investissement du programme EPR2 jusqu'à la sécurisation de son financement. En clair, EDF ne doit pas démarrer la construction de ces EPR tant qu'on ne sait pas ni combien ça coûte, ni qui paiera la facture. Est-ce que le nucléaire va ruiner la France ? Est-ce que le nucléaire va ruiner la France ? Aujourd'hui, on est mal barré pour dire qu'il ne va pas nous ruiner. Et donc, il est urgent de regarder ailleurs et de développer d'autres options que le seul nucléaire. Et encore une fois, on n'est pas en train de dire on arrête le nucléaire, mais on le ramène à quelque chose qui fait sens, qui ne met pas tout le pays en danger et qui n'est pas non plus cette espèce de pari financier insensé qu'on mène depuis plus de 20 ans sur la troisième génération.
Est-ce qu'on met des milliards d'euros dans des nouveaux réacteurs nucléaires qui vont mettre peut-être 10 ans à sortir de terre, qui vont pas très bien fonctionner, qui vont pas être résilients au changement climatique? Par exemple, on va en mettre 2 à Gravelines. Gravelines, ça va avoir les pieds sous l'eau avant la fin du siècle. Est-ce qu'on met des milliards d'euros là-dedans, alors que précisément, on pourrait les mettre dans le développement des renouvelables, qu'on sait faire vite et bien, et dans le développement du réseau? En 2022, même le président Macron reconnaissait qu'on allait en avoir besoin. Les énergies renouvelables. C'est le seul moyen de répondre à nos besoins immédiats en électricité, là où il faut 15 ans pour construire un réacteur nucléaire. Il nous faut accroître notre capacité à produire du renouvelable. Nous partons de loin. Car si les objectifs sont ambitieux, nous devons avoir l'honnêteté de reconnaître que nous avons pris du retard. Et pas qu'un peu. Obnubilée par son nucléaire, la France a pris beaucoup de retard dans le développement des renouvelables. En 2024, elle représentait même pas un tiers de notre production électrique, et encore, à condition d'intégrer nos vieux barrages hydrauliques. En Europe, le renouvelable, c'est 50%. Car depuis 15 ans, il est devenu très compétitif. Chaque année, la Banque Lazare fait les comptes. En 2024, un mégawattheure produit avec du nucléaire coûtait 155 €. Si on le produit avec des éoliennes offshore en mer, c'est 115 €. Via une centrale à charbon, 109 €. Le solaire, lui, a dégringolé, 68 € le mégawattheure. Quant aux éoliennes terrestres, elles produisent l'électricité la moins chère, 53 € le mégawattheure. Petit problème, les jours sans vent, les éoliennes ne tournent pas, et la nuit, les centrales solaires ne produisent rien. Ces énergies renouvelables sont donc dites intermittentes. Sauf que depuis quelques années, on sait de mieux en mieux les stocker. C'est ce qu'on est allé voir dans la Somme, où la société Valorem a installé des containers de batteries au pied d'un parc éolien. Alors messieurs, où est-ce qu'on va là? Qu'est-ce que c'est que tous ces containers? Là, c'est des containers qui nous permettent de stocker de l'électricité. Donc on est sur un poste où sont raccordés 2 parcs éoliens de à peu près 50 MW. Et on a ajouté des unités de stockage donc pour stocker l'électricité sur ce poste. Donc là, on voit 4 containers dans lesquels on a des modules batteries qui nous permettent donc de stocker cette énergie, cette électricité d'origine renouvelable. Donc ça y est, on peut stocker de l'électricité renouvelable. Oui. Contrairement à tout ce qu'on croit. Oui, c'est ça exactement. Parce qu'en fait, c'est très important de stocker cette énergie puisque le système électrique ne fonctionne pas si la production dans le système, la production électrique n'est pas égale à la consommation électrique. En fait, c'est un peu comme une rivière où on a les producteurs qui sont des arrivées d'eau et les consommateurs qui sont des sorties d'eau de cette rivière. En fait, s'il y a trop de production en même temps, ça déborde. Et le stockage permet justement de retenir cette eau quand il y en a trop, ou alors d'en réinjecter quand il n'y en a pas assez pour que la rivière ne s'assèche pas. Il y avait la production, il y avait la consommation, et le troisième pied du tabouret, c'est le stockage. Et l'avantage de ce site de stockage, c'est qu'il n'est qu'à 130 km de Paris, la plus grande zone de consommation d'électricité de l'Hexagone. On a ce que j'appelle la ceinture éolienne de Paris, c'est-à-dire c'est les 3 ou 4 régions qui entourent la région parisienne, c'est là où il y a le plus de puissance éolienne installée. Et on est à quelques encablures de Paris. Et donc ces grandes autoroutes, c'est des autoroutes d'électricité, elles vont dans la région parisienne. Et donc il y a juste à tirer depuis l'éolienne qui est là un petit câble, comme on dit 33 000 volts ou 20 000 volts, pour venir jusqu'ici, au poste qui existe. Et après, ça va, il n'y a pas d'investissement à faire. En Allemagne, la plupart de la production éolienne est dans le nord de l'Allemagne. Une grosse partie de la consommation avec l'industrie automobile à Stuttgart, etc., à Munich et dans le sud, eh bien, ils sont obligés de tirer une grande ligne très haute tension pour pouvoir rapatrier ces excédents de production d'éolien vers le sud de l'Allemagne. Nous, on n'a pas cette problématique-là parce que Paris, qui est le gros centre consommateur d'électricité de France, est entouré de cette ceinture d'éoliennes, voilà, de toutes ces plaines, la Brie, la Beauce, le Santerre où on est actuellement. Voilà. Ça, c'est le gros avantage, c'est un des atouts. C'est pour ça que je parle de pays bénis des dieux pour les énergies renouvelables, parce qu'on a cet atout-là, que le coût de développement des réseaux sera moins cher que dans un pays comme l'Allemagne, qui est quand même la référence en la matière.
À côté de ces grands ensembles, nucléaires, éoliens ou solaires, des milliers de citoyens produisent aujourd'hui eux-mêmes leur électricité. Dans les Alpes, comme partout en France, des coopératives installent des panneaux solaires sur des toitures mises en commun. À Lucinge, en Haute-Savoie, l'électricité est revendue en circuit court à des habitants du coin. Témoignage d'un des ingénieurs à l'origine de cette initiative. Donc ici, on a un projet sur les 2 pans du toit qui fait plus de 100 kW crête. Ouais. Donc c'est quelque chose d'assez important, ouais. plus de 500 mètres carrés de panneaux. C'est aujourd'hui notre plus grosse centrale. Voilà. Et cette centrale permet de produire à peu près 110 000 kWh par an. Et ça alimente la boucle d'autoconsommation collective. On parle maintenant de circuits courts, voire très courts de l'électricité. Donc la boucle est fait à peu près 10 km de diamètre. Et dans 10 km de diamètre, on a à la fois des centrales de production d'électricité et à la fois des consommateurs. Et ce qui est bien, c'est que c'est ouvert à tous. Quand on habite par exemple un appartement ou une maison avec une mauvaise orientation ou qu'on n'a pas les moyens d'investir dans une installation photovoltaïque, on peut prendre quelque part et puis participer à la construction d'une centrale importante comme celle-ci et puis racheter une partie de son électricité en circuit court, sans avoir besoin de faire un investissement important sur sa maison, son appartement, enfin voilà. Donc ça, c'est l'intérêt un petit peu aussi. C'est pas uniquement réservé aux propriétaires de maisons. Et l'électricité produite n'est pas non plus réservée aux seuls sociétaires de la coopérative. Le boulanger en profite aussi. Lors de la crise de 2022, sa facture mensuelle était passée de 1 400 à 6 000 euros. L'horreur. Quand j'ai vu le montant, je suis tombé par terre, quoi. Pour moi, je savais que j'allais fermer, quoi, parce que je pouvais pas assumer un tel montant d'électricité, quoi. Il y a quelques mois, il est entré dans la boucle d'autoconsommation collective et sa facture a baissé de 30%. D'après Citoyen Énergie, il économiserait désormais 15 000 euros par an. Aujourd'hui, grâce aux 250 membres de la coopérative, une centaine de foyers du village consomment une électricité solaire, donc locale et moins chère. Bonjour Yves. Bonjour Jean-Luc. Le maire aussi est séduit. Bonjour monsieur le maire. Bonjour, très heureux. Enchanté, ça va ? Très bien, bienvenue à Lucinge. Comme il a accepté que le toit de l'école soit couvert de panneaux photovoltaïques, il veut désormais profiter de cette électricité solaire pas chère pour les bâtiments communaux. Cette boucle m'intéresse parce qu'aujourd'hui, mes habitants m'interpellent en me disant « Monsieur le maire, c'est très bien ce que vous avez fait, mais est-ce que l'électricité qui est produite fournit l'électricité à l'école ?» Et alors, on dit, non, c'est réintroduire le réseau. C'est vrai qu'ils ne comprennent pas très bien. Donc cette boucle d'autoconsommation nous permettra vraiment d'avoir un circuit court, voire très court, d'électricité et sera réinjecté dans l'école, mais aussi les autres bâtiments communaux, la mairie, la salle communale. Vous avez remarqué, en France, tout le monde parle de produire de l'électricité, mais jamais de l'économiser. Or, même si on développe fortement les renouvelables dans les prochaines années pour pallier l'absence de nouveaux EPR, on va devoir faire des économies. Pourquoi ? Parce que le réseau qui transporte l'électricité est de plus en plus coûteux, et ça aussi, ça va plomber nos factures. Explication d'une spécialiste de la maîtrise de l'énergie. Il faut vraiment arriver à faire comprendre que le coût de l'électricité, nucléaire ou pas nucléaire, c'est un prix important. Et c'est d'autant plus important qu'il intègre ce prix, celui qui paye, intègre le transport et la distribution, qu'avec les conséquences du changement climatique, on a besoin de travailler beaucoup sur le réseau de transport et le réseau de distribution, et que donc ça, c'est aussi les coûts qui vont augmenter. Face à la somme de tous ces coûts, il faudrait peut-être qu'on apprenne à être vraiment plus sobre. Car nul n'a besoin de produire ce qui n'est pas consommé. Alors avec Reporter, on s'est demandé ce que cela pourrait donner si on récupérait les 100 milliards d'euros des EPR2 pour faire de la sobriété. Pour le savoir, on a commandé une étude au cabinet Virage Énergie. On estime qu'avec 100 milliards, on peut déjà faire beaucoup de choses pour réduire nos consommations d'énergie et éviter la nécessité de construire 6 EPR.
On peut faire sortir des millions de Français de la précarité énergétique en rénovant plusieurs dizaines de milliers de bâtiments. On peut également accompagner les mobilités décarbonées, c'est-à-dire qu'on peut accompagner le développement du vélo, le renforcement des lignes de transport en commun, le renforcement du train. Donc vraiment des choses très préhensibles dans la vie quotidienne des Français. Et ces 100 milliards d'euros, vous ne les mettez pas dans des méthodes de production d'électricité, vous les mettez plus dans l'économie d'électricité qu'on peut faire. Tout à fait, parce qu'on estime qu'on sous-investit en fait l'accompagnement des changements de comportement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une tendance dans la transition à venir financer des technologies, des moyens de production. Donc nous, on plaide aussi pour que la sobriété et l'efficacité soient largement financées, subventionnées, pour réduire nos consommations d'électricité, d'énergie, et qui en corollaire nous permet de ne pas développer certaines technologies de production énergétique, et en l'occurrence du nucléaire. Donc c'est du gagnant-gagnant. Pourquoi, en fait, on ne prend pas les décisions qu'il y a à prendre pour proposer aux Français une vie meilleure, plus économe, plus agréable Pourquoi on ne fait pas ça? Parce que je pense qu'économiquement, certains groupes d'intérêt ne s'y retrouvent pas. C'est-à-dire qu'être dans la sobriété, c'est mieux consommer, mais c'est aussi moins consommer. Ça veut dire changement de mode de vie, et donc forcément, ça va impacter certains secteurs économiques et certaines entreprises. Ça, c'est un volet de la réponse. Un autre volet, c'est aussi que la sobriété, c'est un projet politique. C'est-à-dire que derrière, c'est aussi un autre rapport à la démocratie. C'est collectivement comment on se met d'accord sur les besoins qu'on satisfait, quelle quantité d'énergie, quel mode de production aussi, qui sont aujourd'hui des questions qu'on ne pose pas du tout quand on parle de transition écologique énergétique. Les pouvoirs publics en fait, se projettent tout de suite dans le nucléaire sans s'interroger déjà sur les besoins, donc sur ce qu'on peut faire en termes de sobriété, d'efficacité. Est-ce qu'on a besoin finalement de ce nucléaire-là ? Bonne question. A-t-on besoin de ce nouveau nucléaire hors de prix? Ne peut-on pas faire autrement? L'énergie est devenue aussi précieuse que l'eau ou l'air, et demain l'électricité sera beaucoup plus chère. Pratiquer la sobriété sera la meilleure façon de préserver nos ressources ainsi qu'un certain avenir. Car souvenons-nous, on n'a jamais besoin de produire ce qu'on ne consomme pas. Le documentaire que vous venez de voir a nécessité 6 mois d'enquête, des centaines d'heures à éplucher des documents parfois abscons, des journées de tournage, des déplacements et plusieurs semaines de montage. Le coût de l'énergie nucléaire est une information d'utilité publique. Elle nous concerne toutes et tous, en tant que consommateurs d'électricité, bien sûr, mais aussi en tant que contribuables. Et pourtant, peu de médias sont prêts à engager des moyens conséquents pour traiter ce sujet. Pour produire de telles enquêtes, il faut se tourner vers des médias indépendants comme Reporter, des médias qui ont la conviction que cette information doit être accessible à toutes et tous. Sans publicité, sans actionnaire, Reporter garantit de pouvoir enquêter en toute indépendance sur ce type de sujet complexe et sans craindre de déplaire. En 2024, le média Reporter a reçu des dons de plus de 46 000 personnes qui sont convaincues de la nécessité d'avoir de telles enquêtes. Ce sont ces dons, tous ces dons et rien que ces dons qui ont financé le film que vous venez de voir. Ce film est à vous. Si vous aussi vous pensez qu'on a besoin de médias libres et indépendants, alors n'hésitez pas à soutenir Reporter par un don. Ça vous prendra 2 minutes seulement.